À toutes et à tous, pourquoi en fait, j'ai envie de répondre que les capitalistes, en fait, ils s'en foutent de la sécurité ferroviaire. Parce que ce qui se passe, en fait, depuis, et ça a été dit par les interventions précédentes, c'est que quand on parle de la libéralisation du ferroviaire, la libéralisation de ce marché, c'est qu'en gros, on a voulu se dire il y a quelque chose qui s'appelle le secteur des transports, et il faut que les griffes du libéralisme, les griffes des capitalistes, il faut qu'on aille se faire de l'argent sur ce qu'on peut appeler un bien commun, un service public, et qu'il faut qu'on aille se faire du business. Donc évidemment, c'est parti de là. Ça a été très bien dit expliqué par Gilbert Garel tout à l'heure. Toute cette histoire de de toute façon on le fait, on est tous tous et toutes des convaincus dans la salle, l'histoire du chemin de fer, l'entreprise intégrée, et aujourd'hui on redevient sur une séquence où il faut libéraliser à tout prix aussi bien le secteur ferroviaire, on y viendra dans la deuxième partie sur la sous-traitance, et évidemment il faut mettre en concurrence les salariés, il faut rabaisser tout ça. Là-dessus, moi, pour essayer de compléter un peu les interventions, je le dis aussi, nous, la Fédération Sudrail, on s'inscrit aujourd'hui dans ce colloque. Alors, on est, moi, je ne sais pas qui c'est qui a comme membre de la direction, s'il y a que M. Larieux ou s'il y en a d'autres. Il faut évidemment que ça nous serve, nous, les équipes militantes. Là, on est entre nous, mais il faut que ça nous serve en 2025 de reprendre confiance sur ces sujets de sécurité. On est obligé de les lier avec les sujets de santé. On est obligé de penser au suicide au travail, aux morts au travail qui viennent de se dérouler juste cette dernière semaine. Et il faut reprendre et que ça nous reprenne du courage et donner des perspectives syndicales sur ces sujets qui, des fois, peuvent être un truc un peu d'entre-soi. Là-dessus, on a une difficulté, et il faut le réaffirmer aussi, c'est quand on dit l'éclatement, la libéralisation de ce secteur, ça a été fait évidemment, ça a commencé par l'éclatement, la séparation entre l'infrastructure et l'exploitation, où en gros on nous a expliqué qu'en gros on revenait sur ce qu'on appelle un mode de transport guidé, parce que le ferroviaire c'est un mode de transport guidé. Moi je prends toujours l'exemple de la région d'où je suis. Dans les remontées mécaniques, vous verrez jamais un propriétaire qui est responsable de la cabine et puis un autre qui est responsable de la cabine. Ça n'existe pas parce que eux ils ont compris là dans ce secteur-là. Alors bon, je dis pas que eux ils font pas du business aussi là-dedans, mais ils ont compris que au moins en termes d'exploitation, en termes de réactivité et en termes d'alliance, il est important de maintenir l'exploitation et l'infrastructure ensemble. Et puis après, on a la responsabilité de l'entreprise. La responsabilité de l'entreprise, Jean-Pierre Farandou est excusé, c'est dommage parce qu'il a une responsabilité dans la séquence qu'on est en train de vivre. C'est évidemment, ça a été dit par Thierry, c'est ces fameux PME du rail, ces filiales qu'il a pris un choix. Il l'assume. Bon, il l'assumera pas aujourd'hui. Peut-être que le DRH l'assumera cet après-midi, mais il assume de dire on répond par des entités privées à chaque fois, et ça on sait que évidemment ça va péjorer la sécurité ferroviaire. Et pourquoi ça va péjorer la sécurité ferroviaire? Parce qu'on a déjà plus, et j'y reviendrai, un système de sécurité unique. Avec évidemment, on n'a plus de politique de système sécurité. C'est évidemment pareil sur la santé. On n'a plus un pilotage intégré de la système sécurité, parce que pourquoi? Chaque SA, chaque entreprise, et là ça va être chaque filiale. Qu'est-ce que les dirigeants, ils sont plus dirigeants qu'employeurs des fois, ils vont être responsables de leur propre système. Il va plus y avoir de collaboration entre les entités au sein du groupe. Donc ça, c'est une chose qui est évidemment dramatique pour la sécurité du ferroviaire. À jamais, je crois que la direction de l'entreprise parle de la sécurité ferroviaire, même dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et ensuite, je voudrais évoquer aussi, ça a été dit, c'est la fin du recrutement au statut. La fin du recrutement au statut, on nous a fait passer pour des Gaulois réfractaires en voulant se battre pour maintenir ce statut, mais ce statut qu'est-ce qui permettait? Et ça, c'est dans sa carrière professionnelle en fait de cheminot et cheminote qu'on s'en rend compte. Ça veut dire que ça met fin à la fin du statut à un engagement dans une carrière professionnelle, parce que la culture de la sécurité, comme la culture du service public, parce que quand on rentre cheminot et cheminote à 18 ans ou à n'importe quel âge, on ne peut pas être attaché tout de suite au service public, mais on s'en rend compte au quotidien dans son travail qu'à 4 heures du matin, quand on est sur un quai, quand on est dans un dépôt, quand on est dans un atelier de maintenance, qu'est-ce qui nous fait lever? C'est en fait cet attachement au service public qui se construit, comme cet attachement à la sécurité ferroviaire, et c'est du temps long. Et ça se fait sur du temps long, et évidemment avec la fin du statut, on a cassé entre guillemets cette carrière professionnelle qui se construit. Et je finirai
quand même, par évoquer un exemple, je suis obligé de le faire aujourd'hui dans le cas de là, c'est l'accident mortel d'un cheminot qui était du fret, qui s'appelait Thierry Buisson, qui était au fret, et juste parce que la question c'était l'impact de la libéralisation sur les circulations. Thierry Buisson, c'était un camarade et un cheminot de la région de Chambéry, qui était agent du fret et qui est mort au travail le 12 janvier 2021. Et alors là, avec un travail unitaire, et là c'est important aussi le travail unitaire avec l'équipe CGT et l'équipe Sudrail du coin, il y a eu une enquête qui a été faite, puisque là on a à chaque fois une direction d'entreprise qui nous met des bâtons dans les roues quand il faut passer par des expertises sur des questions de conditions de travail ou de mort au travail. Et il y a eu une enquête qui a été dit, le collègue en fait son boulot c'était d'aller déneiger un appareil de voie. Et c'était un agent du fret. Et là on était sur des sujets d'externalisation, de dire que c'était pas le cœur du métier. Et qu'est-ce qu'il a été fait dans les conclusions des camarades de la Sudrail et de la CGT, c'est qu'en gros, il n'y avait aucune contractualisation qui avait été faite entre réseau et fret sur la responsabilité du déneigement. C'est que des référentiels sécurité étaient incomplets et en décalage avec la réalité du terrain. C'est qu'il n'y avait aucune analyse du risque qui était totalement absente dans le document unique. Et il y avait, par exemple, aucune transversalité concernant la journée grand froid. Et donc, on voyait bien sur un exemple très concret sur, évidemment, cette désintégration du système ferroviaire et de sa sécurité, qu'à cause de ça, on a des morts au travail. Est-ce qu'on peut se passer avec l'intervention de Pierre Lejeune, le camarade belge, évidemment que non, que l'une des réponses c'est la solidarité internationale et la solidarité entre toutes les organisations syndicales, et donc reprendre la main là-dessus, même si la fédération Sudrail fait pas partie du même comment dire, même union syndicale au niveau européen, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de militer, d'avoir des propositions. Et même avec Pierre Lejeune, nous, on voit bien qu'on a tous des liens, et je trouve que le témoignage, il est parlant aujourd'hui, et c'est le bon camarade qu'il fallait inviter. Donc non, il faut ces questions internationalistes, et évidemment, dans la période, ça prend un peu plus de sens. Mais après, quand je dis ça, c'est qu'est-ce qu'on fait là avec le système ferroviaire français. Moi, j'ai envie de deux choses, en fait. C'est toujours pareil, c'est un peu dans la même situation politique et sociale qu'on a dans ce pays, c'est reprendre un peu des perspectives sociales et pas être que juste sur la défensive. Donc il faut, ça a été dit, c'est le thème, c'est la sous-traitance. C'est pareil que l'économie de marché, on a voulu, le patronat, les capitalistes, c'est ça le début de l'histoire, ont voulu quand même faire une division du travail et mettre en concurrence les salariés. Ça a été dit par Thierry, il faut le réaffirmer. Bon, nous, on est une fédération des travailleurs et des travailleuses du rail, ça a du sens, parce qu'évidemment, il n'y a pas de concurrence entre les travailleurs et les travailleuses du rail. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là, malgré tout ce que le patronat veut faire avec ces relations un peu de travail très triangulaires qu'on peut voir concrètement dans les collectifs de travail. Donc il faut s'attaquer syndicalement à la sous-traitance. Il faut que dans nos actions syndicales, dans nos initiatives, qu'on remette la SNCF, et la SNCF la direction de la SNCF, c'est pas que des dirigeants, c'est des employeurs qui sont donneurs d'ordre, et quand ils sont donneurs d'ordre, ils ont des responsabilités légales, même par rapport aux entreprises sous-traitantes. Et là, il faut qu'on aille secouer tout ça, parce que la sous-traitance, j'ai envie de dire, il y a 3 gros problèmes avec la sous-traitance qui aggravent la sécurité. C'est que elle rajoute, alors on parle souvent de la coactivité à outrance, et donc on voit bien la coactivité, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le salarié de TSO, si je me trompe pas, sur la région de PACA, quand on parle de coactivité, on voit bien que la mort au travail de ce salarié, il y a une responsabilité de cette coactivité. Elle induit aussi une perte d'infos et des collaborations moins fluides. Enfin, c'est toujours pareil en fait, on se connaît pas, le collectif de travail il est chamboulé, mais on peut faire le parallèle aussi avec France Télécom, c'est l'effet cocotier ou des réorganisations incessantes, et donc on n'arrive plus à avoir un lien avec le collectif de travail, et le collectif de travail c'est plutôt important, et elle réduit la culture, ce qu'on a dit, commune de sécurité. Donc la sous-traitance, on est sur... Quand on sous-traite, on fait faire, et après, donc on ne fait plus, et on fait que surveiller, et on ne sait plus faire. Donc il faut s'attaquer concrètement à cette sous-traitance qui divise évidemment le salariat. Et deuxième chose, on parlait de gouvernance, mais ça a été dit sur le rôle des associations d'usagers et d'usagères. Enfin, il faut que
dans les luttes sociales et écologiques qu'on est en train, le ferroviaire doit devenir incontournable, mais quand le ferroviaire doit devenir incontournable, il faut qu'on mette aussi cette question de sécurité au cœur de nos actions, en fait, au cœur, parce que quand on parle de gouvernance, ça veut dire toute cette filialisation et cet éclatement, il faut qu'on prenne en témoin les usagers et usagères, enfin les contribuables, nous, tout le monde, parce qu'en gros, on sait que ça coûte plus cher aussi. Tous ces coûts de mutualisation, tous ces coûts de transaction, et on voit bien que c'est un dogme en fait libéral à laquelle on s'affronte, parce que concrètement, et on sait que ça a été déjà fait, il y a des rapports et même, je crois, l'ancien, je me rappelle plus celui qui avait fait le rapport. Bon bref, un député En Marche qui a pas été réélu suite à la dissolution, mais qui disait oui, l'ouverture à la concurrence, ça va coûter plus cher. Oui, ça coûte plus cher aux contribuables. Ça, c'est dit, c'est Valence. Merci. David Valence qui le disait, je crois qu'il l'a même dit à la fête de l'UMA, donc on a plein de témoins là-dessus. Donc il disait que ça va coûter plus cher. Donc sur ces sujets de gouvernance, sur ces sujets de démantèlement, il faut qu'on prenne aussi sur le sujet un peu financier et que ça va coûter plus cher, en témoin les usagers, les collectifs qui évidemment se mobilisent dans la période où le ferroviaire doit devenir incontournable avec une sécurité de haut niveau. Ouais, juste pour compléter, parce que beaucoup de choses ont été dites. Le lien avec les AO, bon, ça a été dit, et moi je pense qu'il faut aussi que là, et on peut le faire unitairement, c'est aller chercher des clauses de non-régression sociale. Et ça veut pas dire que quand on va chercher des clauses de non-régression sociale, qu'on valide l'ouverture à la concurrence, mais qu'on aille, et dans ces clauses de non-régression sociale, puisqu'on a des présidents ou présidentes de régions qui veulent jouer au cheminopoly, qu'on les mette aussi en responsabilité, aussi bien sur les clauses sociales, mais sur le sujet de la sécurité, sur les histoires de règlement. Mais juste une anecdote, la commission mixte du statut, elle a été évoquée tout à l'heure par Gilbert Garel. Maintenant, elle s'appelle la commission du statut. C'est un truc qui était passé en 2014, voilà, dans le cadre d'une énième attaque sur le ferroviaire. Bon, il fallait se le dire, au niveau syndical, c'était compliqué un peu de dire ouais, mais on passe de commission mixte du statut à commission du statut, ou les commissions mixtes du statut, et il y en a qui seront meilleurs que moi pour parler de ça, mais il y avait une vraie combat aussi là-dedans, dans ces réunions-là, sur des sujets de statutaires, sur des sujets de règlement, qui faisaient un peu ça la boîte, et ça c'est un truc de la boîte, qui l'avait mis au gouvernement à l'époque, Pépi qui avait mis un petit truc pour finir cette commission du statut. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sujet d'instance et de paritaire. Et puis, dernier truc, oui, moi je rebondis sur le travail qu'on doit faire avec les associations d'usagers. Comprendre le ferroviaire, c'est le moment. Je suis conscient aussi que les équipes militantes aujourd'hui de n'importe quelle organisation syndicale, bon, elles sont dans le dur avec la mise en place des CSE, mais je pense vraiment, et ça je le dis avec la sincérité de notre engagement, il faut que ce truc-là cette prise en charge soit pas un truc en plus dans notre activité syndicale. Il faut que dans notre activité syndicale, à chaque équipe militante, on prenne du temps pour aller causer avec les voyageurs, les voyageuses, même faire des comités de ligne. J'aurais envie de dire faire des comités de ligne, mais pour débuter, sans les autorités organisatrices, mais que entre usagers et organisations syndicales et représentantes du personnel, pour au moins échanger, apprendre à se connaître, tisser des liens de confiance locaux, et même des fois s'engueuler, parce que évidemment, et je finirai là-dessus, même expliquer pourquoi on fait grève. Moi je suis convaincu vraiment que évidemment le mouvement qu'on a tenté en novembre et en décembre, on va en parler pendant longtemps, et donc aller aussi, quand on construit des mobilisations, les expliquer aux usagers et aux usagères. Alors, les premières mesures, c'est surtout les combats syndicaux qu'il faut qu'on mène. Moi, j'ai envie de dire déjà, c'est nous, en tant qu'organisation syndicale, on se place un peu quand même comme en école d'émancipation des travailleurs et des travailleuses. Et quand je dis ça, on est quand même, je sais pas, mais on voit dans nos équipes militantes, c'est qu'on est confronté à tout ce qu'on raconte, mais on l'a pas évoqué, par exemple, c'est la filière 27. La filière 27 qui était la filière transport-mouvement et qui tenait aussi un peu ce système intégré. Mais aujourd'hui, quand t'es militant et t'es militante et que tu viens causer de la filière 27, ou que tu dis en 2009, je pouvais travailler dans le poste d'aiguillage, je pouvais être chef de service et je pouvais être agent desserte fret, les nouveaux et nouvelles embauchés te regardent avec des yeux quand même sur ces sujets de système intégré. Donc déjà, premièrement, c'est comment on continue de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais on peut dire on est un peu un entre-soi, c'est comment on continue et on lâche pas, parce qu'on pourrait vite baisser les bras et abandonner un peu cette ligne qui est de dire oui, il faut un système intégré, mais il faut que nos organisations soient intégrées, et même dans nos revendications. Ensuite,
Plusieurs choses. Alors il y a déjà sur l'aspect dumping social où bon nous faut qu'on continue. On est on va dire un peu d'une manière un peu séparée, mais on a des points communs entre organisations syndicales. C'est le sujet contractuel statutaire. Enfin quand on est et ça c'est un vrai combat politique aussi sans noble du terme. Mais quand on dit qu'il faut les mêmes droits entre contractuels et statutaires, c'est qu'on avance sur ce premier pas, cette marche où ils ont cassé le statut. Et évidemment là-dessus il y a des revendications de chaque organisation syndicale. Ensuite il y a bon, il y a le démantèlement. Là, il y a une accélération et c'est comme dans la société, il nous faut des victoires locales en fait. Il nous faut un peu des victoires concrètes, un peu enrayer la machine. On résiste depuis des années, ça a été dit. Bon, on a des projets là, Destination 2030, Résonance. De toute façon, c'est assumé par la direction de l'entreprise. Il y a une accélération. Il y a une accélération dans les axes, il y a une accélération de partout. Ils veulent continuer évidemment à faire exploser tout ça, à tout démembrer. Donc là, eh ben, aussi bien dans les instances, et là ça fait le lien aussi avec les expertises, qui sont un outil, c'est que les expertises, elles doivent nous être intégrées dans une stratégie syndicale. On doit les intégrer unitairement, il faut prendre le temps aussi de les intégrer dans une stratégie pour évidemment, eh ben, des fois, juste libérer la parole des collègues en fait. Quand on voit les verbatims qui sont faits dans les rapports d'expertise, qui peuvent nous servir aussi à prendre confiance pour des luttes locales. Ensuite, ça a été... Alors, bon, le droit syndical. Alors, Thierry, tu évoquais une proposition, mais là, on a un enjeu. On a commencé à en parler. C'est le droit syndical. L'entreprise ouvre une négociation sur le droit syndical. Évidemment, il faut qu'on donne il faut qu'on conforte le syndicaliste de terrain, évidemment, qui est le plus pour défendre immédiatement les travailleurs et les travailleuses, et même garder cette unicité. Enfin, aujourd'hui, quand la direction de l'entreprise volontairement refuse qu'il y ait des délégués syndicaux de groupe qui aillent dans les négociations, enfin, l'intégration du système, l'intégration de tout ce qu'on parle, c'est un acte. Donc ça, évidemment, là-dessus, unitairement, il ne faut pas qu'on lâche et qu'on aille, comme on l'a déjà fait, par exemple, sur le sujet du fret, on y est unitairement et la direction de l'entreprise a cédé. Et enfin, sur le financement du ferroviaire, ça a beaucoup été dit, mais moi, je pense que concrètement, on a un peu calculé au niveau de la Fédération Sudrail, enfin, par rapport au rapport, on parlait, si je ne me trompe pas, de 40 000 ETP des effectifs qui avaient été supprimés. Bon, ben, nous, on a analysé, si on dit, allez, on refait 10 000 ETP dans le financement du ferroviaire, ça coûte environ 700 millions d'euros. Et dans les cagnottes, enfin, dans les revendications qu'on parle pour le financement du ferroviaire, qui vont avoir lieu, donc avec la conférence du financement du ferroviaire, il faut qu'on rajoute cette 700 millions de masse salariale dans nos exigences de financement du ferroviaire. Mais quand je dis ça, alors... Enfin, là, ça va entre nous, un peu les membres de la direction, qu'on se rassure, c'est pas beaucoup. Hein, rajouter 700 millions de masse salariale, ça veut dire qu'on pourrait, si on prend les évaluations du comité de l'orientation des infrastructures, en gros, ça nous ferait à quelque chose de 6 milliards par an. 6 milliards par an, c'est juste 1,5 de la somme totale des dépenses de transport en France. 1,5%. Donc ça va, il y a de l'argent. Et moi, je pense qu'en termes, même pour comment dire, choquer les choses en fait, de dire et de revendiquer que oui, dans le financement du ferroviaire, eh ben, il faut penser, il faut qu'il y ait quelque chose aussi pour les recrutements et donc finir là-dessus sur des réinternalisations concrètes. Ça veut dire qu'évidemment, les salariés qui travaillent et qui sont rattachés à la convention, et il y a un sujet de branche aussi à la convention du BTP ou des travaux publics, et ben en gros, on leur propose concrètement d'intégrer la SNCF en fait. Et ça aussi, c'est dans un cadre de... Il y a du travail et on peut réinternaliser à la fois aussi des enjeux. Il faut que la direction de l'entreprise, pour avoir aussi une ambition stratégique, et ben entre guillemets, quand ils veulent faire du Monopoly, et ben de racheter des boîtes d'UTP, de les mettre dans le ferroviaire, au lieu de créer Sphéris et de Sphéris de l'éloigner, ou alors même de continuer d'autres choses capitalistes. Donc voilà, donc il y a plusieurs angles d'attaque qui, évidemment, le syndicalisme là-dedans a une place importante pour gagner des acquis sociaux et que le ferroviaire devienne incontournable en 2025.